je suis le père de Julien Fourel. Je lance un appel à témoins. Bonjour, je suis la compagne de Julien Fourel. Julien a disparu depuis maintenant 5 mois. 5 mois que nous sommes sans nouvelles de lui. Nous n'avons aucun signe de vie de Julien. Il n'y a aucun mouvement bancaire, aucune connexion. Merci si vous avez des témoignages, merci de pouvoir nous aider. Depuis le 10 mars 2026, la famille de Julien Fourel est sans nouvelles de lui. Aujourd'hui, nous lançons avec ses proches un nouvel appel à témoins pour tenter de reconstituer son parcours et surtout pour retrouver Julien. On se retrouve juste après ça. Avant de se lancer dans l'affaire, je voulais remercier évidemment, comme je le fais à chaque fois, la famille. Donc là, on a Julie, la sœur de Julien, mais aussi son père et la compagne de Julien, Anaïs, pour la confiance qu'ils m'accordent afin de réaliser cette vidéo. J'ai pris connaissance de ce dossier grâce à l'association que vous commencez à bien connaître sur cette chaîne, l'ARPD, pour Association d'assistance et recherche de personnes disparues, pour laquelle je suis, vous le savez aussi, enquêtrice bénévole depuis plusieurs années maintenant. Donc je remercie les enquêteurs bénévoles qui travaillent sur ce dossier de m'avoir fourni de précieuses informations qui permettent d'aider à la compréhension de la disparition de Julien Fourel. Julien Fourel, surnommé Jules par ses proches, est né le 19 octobre 1982. Au moment de sa disparition, il est âgé de 43 ans. Il est très proche de sa sœur Julie, qui se soucie de sa santé et de son bien-être. Début 2026, il habite chez sa compagne Anaïs, avec qui il est en couple depuis 5 ans. Tous les deux vivent dans l'appartement de cette dernière, à Reims, ville située au nord-est de la France, en région Grand Est. Pour comprendre le caractère particulièrement préoccupant des faits, il est nécessaire de revenir sur son état de santé à Julien au cours des mois précédant sa disparition. Julien connaît depuis quelque temps une période de fragilité psychologique importante. Il a notamment été hospitalisé plusieurs semaines entre fin 2024 et début 2025 dans une unité psychiatrique de Reims. Son compte-rendu médical de sortie fait état de troubles du comportement accompagnés d'éléments délirants et mentionne la mise en place d'un traitement antipsychotique. Au moment de sa sortie en janvier 2025, les médecins décrivent toutefois une bonne stabilité clinique et prévoient la poursuite d'un suivi ambulatoire. Depuis, il est engagé dans une démarche active de réinsertion. Malheureusement, au début du mois de mars 2026, selon ses proches, l'état de Julien semble de nouveau se dégrader. Le 9 mars, il passe une partie de la journée avec sa compagne Anaïs et plusieurs amis. Le groupe se rend notamment dans un bar situé près du canal à Reims. Au cours de la journée, Anaïs remarque chez Julien des signes de renfermement et un comportement inhabituel. Une fois revenu à l'appartement de sa compagne, Julien décide de repartir pour aller se balader muni d'un sac à dos. Le lendemain matin, on est le 10 mars 2026, vers 7h, Julien est retrouvé pieds nus aux abords d'une voie rapide. Selon les informations communiquées par sa famille, les policiers le ramènent dans un premier temps au domicile de sa compagne. Anaïs, à ce moment-là, constate donc que Julien paraît complètement désorienté et n'est pas dans son état normal. Elle demande donc à ce qu'il soit conduit à l'hôpital et précise qu'elle pourra venir le récupérer après son travail. Une ambulance prend donc en charge Julien et le conduit aux urgences du CHU de Reims. Selon les éléments dont dispose aujourd'hui la famille, Julien est examiné et fait l'objet d'une évaluation psychiatrique. Son état est considéré comme préoccupant, mais ne justifierait pas une hospitalisation sous contrainte en urgence. Il est donc autorisé à quitter l'établissement. Donc là, on est sur un point quand même qui suscite énormément de questionnements auprès des proches de Julien, notamment des questionnements sur les conditions dans lesquelles cette sortie s'est déroulée. Julien quitte en effet seul l'hôpital, donc le CHU de Reims, et apparemment
sans chaussures, donc pieds nus. On sait aussi que ces papiers restent au CHU. Notamment vers 14h, Julie, la sœur de Julien, reçoit un appel de l'établissement lui indiquant que son frère est parti et que ses documents ont été laissés sur place. La famille n'a pas été prévenue auparavant du fait qu'elle puisse venir chercher Julien. Et quand on sait dans quel état il était ce jour-là, c'est quand même assez préoccupant et je comprends les questions que les proches du disparu se posent. Parce qu'en effet, à partir de ce moment-là, Julien ne donnera plus aucune nouvelle à sa famille, à ses proches, et l'inquiétude va évidemment en grandissant. Le 14 mars 2026, 4 jours après la dernière journée connue de Julien, sa compagne, très inquiète, signale sa disparition auprès de la police nationale de Reims. Elle précise notamment son état de fragilité psychologique et les circonstances particulières dans lesquelles il a quitté l'hôpital. Pour ses proches, cette absence est très vite considérée comme inquiétante, puisqu'elle est totalement inhabituel. En effet, Julien peut connaître des périodes difficiles, mais sa famille explique qu'il n'a pas pour habitude de disparaître durablement sans donner signe de vie. À partir du 20 mars et en l'absence de nouvelles, ses proches à Julien commencent à diffuser massivement son visage sur les réseaux sociaux et à placarder des avis de recherche. Ils prennent également contact avec le 115, donc qui est le numéro pour les hébergements d'urgence, les maraudes, les hôpitaux, les établissements psychiatriques et différentes associations. Ils interrogent des personnes vivant dans la rue et sollicitent plusieurs médias afin que le signalement de Julien soit diffusé le plus largement possible. Début avril 2026, la police de Reims lance un appel à témoins qui sera ensuite très difficilement relancé en juillet 2026. Le 7 mai 2026, soit 2 mois après la disparition, un témoignage particulièrement intéressant est reçu. Cette personne contacte Julie à la suite des appels à témoins diffusés sur les réseaux sociaux. Elle rapporte des faits qui se seraient produits le 10 mars, c'est-à-dire le jour même de la disparition, quelques heures après que Julien ait quitté l'hôpital. Selon ce témoignage, ce dernier aurait été aperçu vers 13h40 sur la D409 à proximité de Montbray, à quelques kilomètres au sud de Reims. L'homme décrit est torse nu et pieds nus avec un vêtement jaune moutarde noué autour de la taille. Son état interpelle suffisamment le témoin pour que la gendarmerie soit contactée. À la suite de cette information, Julie se rapproche de la gendarmerie de Tessy et apprend qu'un homme correspondant à Julien a effectivement fait l'objet d'un contrôle ce jour-là. D'après les informations qui seront ensuite communiquées à la famille, cet homme ne se montre pas agressif. Lorsqu'il est demandé où il souhaite se rendre, il répond qu'il veut aller à Épernay pour rejoindre sa mère. Cette réponse retient immédiatement l'attention des proches de Julien. En effet, malheureusement, la mère de Julien est décédée il y a 17 ans. Et en plus de ça, elle n'a jamais vécu à Épernay. Mais ça vient faire écho à ce qui s'était passé à peu près 1 an et demi auparavant. Il avait déjà disparu dans des circonstances un petit peu similaires. Bon, cette fois-ci, il avait été retrouvé, mais pareillement, il avait expliqué vouloir se rendre à Épernay ce jour-là. Alors Épernay, c'est une petite ville qui se situe à une 40aine de minutes en voiture au sud de Reims. Et donc tout de suite, on pense que cet homme qui a été aperçu le jour de la disparition sur cette départementale pourrait vraisemblablement être Julien, puisque les circonstances et les propos qu'il tient rappellent ce qu'il s'était passé lors de sa dernière disparition. Dans le contexte de l'état psychologique décrit ce jour-là, ces propos peuvent donc apparaître comme un nouvel indice de sa désorientation. Par contre, ce qui est plutôt positif, c'est le fait que Julien soit plutôt reconnaissable. En effet, il a les yeux marrons, il mesure 1m84 et présente des cicatrices sur le visage. Et surtout, torse nu, la possibilité de se tromper est amoindrie. Il présente sur tout son torse un imposant tatouage d'araignée, comme vous pouvez en attester à l'écran. Une autre question se pose concernant son identification. Julie indique en effet qu'il aurait été initialement rapporté par les gendarmes qu'ils avaient contrôlé la pièce d'identité de Julien. Or, souvenez-vous, je vous ai dit que le CHU avait appelé Julie pour dire qu'il avait oublié, avant de partir, Julien, ses papiers d'identité. Donc, il était sans papier d'identité sur lui. Et donc,
Des questions se posent également sur les conditions de réalisation de ce contrôle et sur les éléments dont disposaient exactement les gendarmes à ce moment-là. Toujours selon les informations rapportées par Julie, l'homme contrôlé qu'on pense donc être Julien a finalement été autorisé à reprendre son chemin. Il était environ 13h50 le 10 mars. Si l'identification de cet homme comme étant Julien est bien celle retenue dans la procédure, ce contrôle constitue donc l'un des derniers contacts directs connus avec lui au cours de la journée du 10 mars. De son côté, évidemment, la famille va effectuer parallèlement ses propres recherches afin de retrouver une trace ou un témoin, quelque chose pouvant les aider à savoir ce qu'il s'est passé avec Julien. On a fouillé énormément de zones boisées, puisque comme il était à pieds nus au bord de route, on a placardé son visage, on a interrogé les gens, on a appelé le 115, les maraudes, toutes ces choses ont été faites. Les recherches s'effectuent entre autres sur le terrain, notamment dans les secteurs correspondant aux données téléphoniques que la famille va avoir en sa possession progressivement. En effet, en absence de nouvelles du commissariat pendant un certain moment, malgré les demandes et les relances, Julie, Anaïs et les autres proches de Julien se sentent assez seuls et peu soutenus. C'est eux qui sont à l'origine de toutes les démarches qui ont été réalisées afin de retrouver le disparu. Sinon, il y a vraiment très peu de choses qui ont été lancées par les enquêteurs officiels, les gendarmes. Et donc, Julie se voit également contrainte de payer les services d'un avocat afin de faire un peu bouger les choses, à savoir obtenir un nouvel appel à témoins, donc celui qui a été difficilement relancé en juillet 2026, et obtenir ce fameux bornage téléphonique concernant le téléphone de son frère qui peut effectivement donner des informations pertinentes et nécessaires à la compréhension de ce qui s'est passé le jour de la disparition de Julien. Et ça va donner des informations intéressantes. Donc je vous mets à l'écran la carte des données de géolocalisation qui ont pu être recensées. Donc on peut voir que le portable de Julien borne bien vers 13h40 aux alentours de Montbray, là où il aurait donc été contrôlé par les gendarmes, la dernière fois où officiellement il aurait été vu. Mais ensuite, ces déplacements ne correspondent pas à ce qu'il avait annoncé aux forces de l'ordre, c'est-à-dire une trajectoire à l'envers Épernay. Son portable borne à 15h15 vers Mailly-Champagne, qu'il redescend à ce moment-là, avant de remonter vers Reims entre 17h34 et 22h30. Le portable borne pour la dernière fois sur Cormontreuil, dans le sud-est de Reims, à 22h40, avant de s'éteindre définitivement. Notamment, donc, dans cette zone, le portable avait borné dans le secteur du chemin de la Sentelle, au niveau de la zone commerciale, près de H-Market. Le lendemain, donc le 11 mars, Anaïs avait tenté de l'avoir au téléphone, elle avait essayé de le rappeler, mais donc ça a tombé directement sur répondeur, le portable était éteint définitivement. Même si on ne peut pas affirmer après le contrôle des gendarmes que le portable était bien en possession de Julien lorsque le portable a borné à tous ces endroits différents, les proches de Julien ont quand même pu réaliser des vérifications sur ce parcours étrange. Notamment, Julie m'explique qu'elle avait reconstitué ses trajets en tenant compte des distances et des temps de marche et elle constate que les différents points pourraient donc être compatibles avec des déplacements effectués à pied. Et donc c'est à l'aide de ces précieuses informations que les proches de Julien vont plus se focaliser sur des zones de recherche. Évidemment, autour de Cormontreuil, dans un périmètre de plusieurs kilomètres autour. Des vérifications sont également réalisées à Trois-Puits, Montbray, le long du canal, près de la Verrerie et dans différents secteurs situés entre Reims, Épernay et Châlons-en-Champagne. Une partie de la voie ferrée est également explorée avec les chiens. Et le père de Julien participe lui aussi activement aux recherches et parcourt plusieurs villages de la région. Des contacts, je vous le disais, sont pris notamment avec des maraudes et des associations, notamment du côté d'Épernay. Et la famille ne cesse de solliciter de nombreux hôpitaux, des établissements psychiatriques du Grand Est afin de vérifier si Julien aurait pu être admis sans que ses proches en soient informés. Des vérifications sont également effectuées auprès de la morgue concernant d'éventuelles personnes non identifiées. Et ça ne donne rien.
Et parallèlement à ça, il y a la RPD, je vous le disais, qui a été saisie début avril. Et ce, sur les conseils du 115. Et donc, les bénévoles vont également effectuer plusieurs vérifications, mais ça ne donnera rien. Aucune piste ne ressortira de ces recherches sur le terrain. Par contre, la diffusion du visage de Julien sur les réseaux sociaux notamment va amener plusieurs témoignages. Alors malheureusement, un signalement, un témoignage ne veut pas obligatoirement dire que c'est un nouvel élément, tout simplement parce que même si le témoin est de bonne foi, il peut se tromper. Et ça arrive souvent. D'ailleurs, même lorsque les personnes connaissent la personne disparue, elles peuvent aussi se tromper. Je pense notamment à un dossier que j'ai traité il y a quelques années maintenant, de la disparition et malheureusement de la mort de Marine Paillou, que je vous mets à l'écran. C'est vraiment un exemple de ces témoignages de bonne foi qui malheureusement s'avèrent être faux. Donc n'hésitez pas, après cette vidéo, à aller voir de quoi je parle plus précisément en allant la visualiser. Et donc, dans les jours et les semaines qui suivent la disparition de Julien, plusieurs témoignages parviennent à la famille. Des personnes pensent avoir reconnu Julien dans différents secteurs de Reims et de son agglomération, notamment du côté de Cormontreuil, là où son téléphone avait déjà borné le soir du 10 mars. Plusieurs témoins décrivent un homme qui lui ressemble, parfois désorienté, marchant seul ou semblant en difficulté. D'autres signalements seront également recueillis dans Reims et ses environs au cours des semaines suivantes, donnant lieu à différentes vérifications. Mais il faut rester très prudent. Aucun de ces témoignages postérieurs au 10 mars n'a permis de confirmer avec certitude qu'il s'agissait bien de Julien. Il laisse néanmoins ouverte la possibilité qu'il ait continué à circuler dans le secteur après sa disparition. Au-delà de l'absence de Julien, sa famille exprime depuis le début un profond sentiment d'incompréhension concernant les moyens engagés pour le retrouver. Julie explique que, je cite, « Le profil marginal de mon frère a clairement joué en sa défaveur. » On a été reçu par le commissaire de police. Il fréquentait aussi des gens de la rue. Il n'avait pas vraiment une situation stable. Je pense que c'est pour ça qu'ils n'enquêtent pas plus que ça. La famille estime donc que les premières semaines, potentiellement déterminantes dans une disparition, n'ont pas donné lieu aux moyens de recherche qu'elle espérait, au regard de l'état de vulnérabilité de Julien. Elle évoque notamment des demandes concernant l'utilisation de drones et d'équipes cynophiles qui, selon elle, n'ont pas abouti. Julie explique notamment avoir sollicité énormément le commissariat au cours des premiers jours et premières semaines suivant la disparition, donc le commissariat qui traite le dossier de Julien, de la disparition de Julien. Elle s'est très souvent déplacée, mais jusqu'à mai, il n'y avait aucun interlocuteur qui avait été identifié concernant ce dossier. Et les comptes rendus recueillis par l'ARPD au mois d'avril font état également de nombreuses tentatives de contact auprès des services de police. Depuis le 10 mars, 22h40, heure du dernier bornage enregistré, il n'est plus recensé aucune utilisation du téléphone de Julien, aucun mouvement bancaire. En plus de ça, il était parti sans moyen de paiement. Aucun signe de vie, aucune activité administrative, aucun contact avec sa famille ou ses proches. Si ce jour-là et aux horaires de bornage enregistrés, Julien était bien en possession de son téléphone portable, son parcours n'est pas cohérent et la question de sa destination reste entière. Lors du contrôle des gendarmes, Julien aurait indiqué vouloir rejoindre Épernay. Rien ne permet aujourd'hui d'établir qu'il y soit effectivement arrivé. La présence de son téléphone dans le secteur de Cormontreuil au cours de la soirée pose également question puisque ce secteur ne correspond pas au trajet direct vers Épernay. S'agissait-il d'une errance liée à son état psychologique ? Julien cherchait-il à rejoindre un endroit précis avant de changer de direction ? Était-il encore en possession de son téléphone à chaque point de connexion ? A-t-il fait une mauvaise rencontre cette nuit-là ? En l'état des informations disponibles au moment où je tourne cette vidéo, aucune de ces questions ne peut recevoir de réponse certaine. Mais avec les éléments que nous avons aujourd'hui en notre possession, une hypothèse reste privilégiée et je trouve est porteuse d'espoir, l'hypothèse de
l'errance prolongée. En effet, son état de désorientation le 10 mars, les circonstances dans lesquelles il est retrouvé le matin et les propos qu'il aurait tenus quelques heures plus tard lors du contrôle de gendarmerie sont compatibles avec l'idée d'un homme se déplaçant sans nécessairement avoir conscience de sa destination. Selon sa famille, Julien pouvait pendant certaines phases de décompensation tenir des propos délirants et notamment affirmer être un loup-garou. Alors cette information doit être considérée avec prudence et sans aucune stigmatisation. Elle peut néanmoins avoir une importance dans le cadre d'un appel à témoins. Une personne ayant croisé Julien, sans connaître son identité, pourrait avoir conservé le souvenir d'un homme pieds nus, désorienté ou tenant des propos particulièrement inhabituels, notamment sur le fait d'être ou de se sentir comme étant un loup-garou. Une autre hypothèse envisagée par la famille est que Julien aurait pu se diriger vers un endroit boisé, assez peu fréquenté, ou même tout simplement une zone isolée. Sa famille a elle-même exploré plusieurs secteurs difficiles d'accès, notamment aux alentours du fort de Montbré, dans des conditions parfois dangereuses. Les témoignages reçus au cours des semaines suivantes ouvrent également la possibilité que Julien ait continué à circuler dans Reims ou ses environs après le 10 mars. Mais, encore une fois, aucun de ces témoignages ne permet actuellement de l'affirmer. Enfin, la possibilité qu'il ait été temporairement hébergé, aidé ou pris en charge par une personne qui n'aurait jamais fait le rapprochement avec l'avis de recherche ne peut pas non plus être exclue. Comme vous le savez, le dossier de la disparition de Julien est pris en charge par l'association ARPD. Et des fois, vous savez, c'est bien avec le temps qui passe d'avoir un point de vue extérieur qui arrive sur le dossier. Donc là, je parle de mon point de vue, pour potentiellement donner de nouvelles perspectives de recherche lorsqu'on est bloqué et qu'on ne sait plus quoi faire. Donc c'est ce que j'ai permis dans ce dossier, c'est-à-dire de donner de nouvelles pistes d'axes de recherche pour les bénévoles ARPD et pouvoir travailler donc avec les bénévoles et la famille sur les prochaines possibilités de recherche à envisager et à mettre en place. Et donc on avait évoqué la sollicitation de différents partenaires avec l'association ARPD, donc notamment de partenaires dronistes ou des équipes cynophiles canailles sur certaines zones, à condition évidemment que l'analyse du dossier permette d'identifier des secteurs présentant un intérêt suffisamment précis. Également un travail d'OSINT, c'est-à-dire de recherche et de recoupement à partir des sources ouvertes, pourrait permettre de reprendre méthodiquement la chronologie, les témoignages, les données géographiques disponibles et certains éléments déjà diffusés publiquement. On sait par exemple que le jour de la disparition, comme il était en possession de son portable, Julien avait fait des recherches, avait réalisé des recherches internet sur son téléphone. Il pourrait donc être intéressant dans le cadre de l'enquête de retrouver et d'exploiter ces recherches réalisées par Julien. Enfin, il a été également évoqué la réalisation d'une battue organisée par la famille avec l'appui et le soutien de l'ARPD. En tout cas, c'est une possibilité à étudier dans le cadre de cette disparition, puisque je crois qu'aucune battue n'a été réalisée officiellement. Évidemment, ces pistes ne constituent pas la garantie d'obtenir une réponse, mais l'objectif est aujourd'hui d'éviter que les recherches autour de la disparition de Julien ne s'essoufflent avec le temps. Bonjour, je suis la compagne de Julien Fourel. Julien a disparu depuis maintenant 5 mois. 5 mois que nous sommes sans nouvelles de lui. Julien, c'est pas qu'une simple disparition, c'est mon compagnon, mon quotidien, une personne avec qui j'ai partagé 5 années de vie. Alors si vous pouvez nous aider à le retrouver en partageant. Et Julien, si tu vois cette vidéo, sache que moi, ta sœur et ton père, on te cherche toujours. Merci. Bonjour, je suis le père de Julien Fourel. Je lance un appel à témoins. Depuis sa disparition, le 10 mars, plus aucune nouvelle. Si vous l'avez vu ou croisé, ou si vous avez la moindre information, je vous remercie de contacter les services de police ou de gendarmerie. Merci pour sa famille. Alors aujourd'hui, si je fais cet appel à témoins, c'est pour obtenir davantage d'informations, d'éléments concernant la disparition de mon frère Julien Fourel, qui, je rappelle, a quitté le CHU le 10 mars 2026, après avoir été en consultation auprès d'un service de psychiatrie.
Ce service a déclaré qu'il n'avait pas besoin d'être hospitalisé, donc il est reparti à pieds nus, seul, de l'hôpital, du CHU de Reims. Et il a à nouveau été contrôlé par la gendarmerie ce même jour à 14h sur la route de Montbray, sur la départementale 409. Donc à ce moment-là, lorsque les gendarmes le contrôlent, Julien déclare qu'il veut se rendre à Épernay retrouver notre mère. Il faut savoir que notre mère est décédée depuis des années, donc son discours était totalement incohérent. C'est-à-dire qu'au moment de son départ, c'est un homme vulnérable qui n'a pas toute sa tête, qui est en pleine bouffée délirante. C'est bien pour ça que sa disparition est inquiétante, car Julien est parti seul, pieds nus, sans papier. Depuis, nous n'avons aucun signe de vie de Julien. Il n'y a aucun mouvement bancaire, aucune connexion. Son téléphone ne borne plus depuis le 10 mars. Il était peut-être éteint ou il l'a jeté ou autre, on ne sait pas. En tout cas, le dernier signe de vie est le 10 mars à 14h. Donc aujourd'hui, on cherche à avoir des témoignages, savoir si quelqu'un l'a vu, peut-être qu'il a continué sa route, savoir dans quelle direction, s'il s'est arrêté, s'il a demandé de l'aide, ou peut-être qu'il est dans une autre ville. Donc aujourd'hui, on a besoin de la mobilisation de tous pour savoir ce qui est arrivé à Julien. Est-ce qu'il lui est arrivé malheur? Et à ce moment-là, savoir où chercher, où est-ce qu'il est aujourd'hui en détresse, complètement désorienté, dans une autre ville. Et dans ce cas-là, on aimerait qu'une chose, c'est pouvoir le retrouver et l'aider. D'où mon appel à témoins. Julien, le jour de sa disparition, il avait un pull jaune moutarde qu'il avait au moment de son arrestation auprès de la gendarmerie autour de la taille et était torse nu. Et Julien, il faut savoir qu'il a un signe important, c'est-à-dire qu'il a un énorme tatouage sur la poitrine, un grand tatouage qui couvre sa poitrine, mais il n'a aucun papier sur lui, aucun effet personnel. Au moment de sa disparition, donc il a les cheveux courts, poivre et sel et les yeux fort marron, un regard assez perçant. Voilà de ce que je peux dire de mon frère. En attendant, merci si vous avez des témoignages, merci de pouvoir nous aider. Merci à vous. Aujourd'hui, la famille et les proches de Julien veulent donc relancer un appel à témoins. Le voici. Cet appel à témoins s'adresse en priorité aux personnes qui se trouvaient à Reims, Cormontreuil, Montbray, Sillery, Épernay ou dans les communes environnantes à partir du 10 mars 2026. Julien Fourel avait 43 ans au moment de sa disparition. Pour rappel, il mesure environ 1,84 m et de corpulence moyenne, a les cheveux bruns et les yeux marrons. Le matin du 10 mars, il portait notamment une doudoune noire et un pantalon foncé. Au cours de cette même journée, l'homme identifié comme Julien près de Montbray est décrit comme étant pieds nus et torse nu, avec un vêtement jaune moutarde noué autour de la taille. Il a une araignée tatouée sur tout le torse et des cicatrices sur le visage. Toute personne ayant pu croiser un homme correspondant à ce signalement est invitée à se manifester, y compris si elle n'est pas certaine qu'il s'agissait de Julien. Cela concerne évidemment les particuliers, mais également les personnes qui travaillaient à cette période dans des commerces, stations-service, bars, restaurants, établissements de santé, structures d'hébergement ou associations du secteur. Une information apparemment anodine peut permettre de confirmer un lieu ou un horaire et par conséquent de reconstituer une partie supplémentaire de son parcours. Également, vous le savez, je mets en place un formulaire de témoignage qui est disponible. Vous pouvez témoigner anonymement sous cette vidéo. Donc, je vous mets le formulaire en description de cette vidéo et en commentaire épinglé. Si vous détenez une information susceptible de permettre de localiser Julien ou directement utile à l'enquête, vous pouvez également la transmettre au service de police ou de gendarmerie. Vous composez simplement le 17. Plus de 5 mois après la disparition de Julien Fourel, sa famille ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé après cette journée du 10 mars 2026. Les éléments disponibles permettent d'en reconstituer certaines étapes, mais après le 10 mars, la chronologie devient beaucoup plus incertaine. Sa famille a parcouru de nombreux secteurs, diffusé son visage, interrogé des témoins, sollicité les médias, les associations et les autorités. Elle continue pourtant à chercher aujourd'hui une réponse à une question extrêmement simple. Qu'est-il arrivé à Julien? Au mois de juillet, sa sœur Julie se confiait à l'Union. Je la cite, « On arrive au bout de ce qu'on pouvait faire pour le retrouver ». C'est précisément pour cela que nous relançons aujourd'hui cet appel à témoins.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous la partagerez, que vous la diffuserez au plus grand nombre sur Facebook, ça marche beaucoup, sur tous les réseaux sociaux, afin de recueillir ne serait-ce qu'un témoignage pour faire avancer les choses, pour que cette famille puisse retrouver Julien et enfin avoir des réponses à ses questions. Merci également de liker cette vidéo et de laisser un commentaire parce que ça permettra à l'algorithme de mieux la référencer. Nous, de notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel appel à témoins avec une famille. Également, on se retrouve cette semaine, donc demain ou après-demain, au moment où vous regardez cette vidéo, pour une vidéo, les retours des vlogs sur les coulisses de Marine Bay, donc ma chaîne secondaire. Les lives ne reprendront pas avant la rentrée, puisque je repars 2 semaines en vacances, et donc ils reprendront à partir de la mi-septembre, veuillez m'excuser, mais comme vous le savez, j'ai été très chargée, notamment avec la création de mon association qui s'appelle Alerte. Vous avez une vidéo sur cette chaîne qui explique l'objet social de cette association, comment elle fonctionne, et pour le moment je peux vous dire qu'on aide énormément de familles, donc c'est vraiment tout ce que je demandais finalement en créant cette association. Donc je remercie tout le monde d'avoir suivi cette vidéo jusque là, et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches.